tous. Merci d'être venus. Donc cette conférence, je vais faire un topo d'abord assez bref pour laisser beaucoup de place aux questions, parce que je pense que c'est toujours ça qui est le plus intéressant. Donc je vais vous infliger simplement, je dirais, une trentaine de minutes pour résumer mes idées sur le thème de la conférence, pour ceux en particulier qui ne me connaîtraient pas et qui ne sauraient pas la teneur approximative de mon discours. Et puis ensuite on passera aux questions. Donc le sujet de la colle aujourd'hui, c'est la France face au mondialisme. Donc c'est un sujet intéressant, effectivement. La formulation est, à mon avis, juste à condition d'être bien comprise. En fait, je ne crois pas que la France soit réellement en face du mondialisme, parce que la France est une puissance, et le mondialisme est une idéologie. La France est éventuellement en face de la ou des puissances qui instrumentalisent le mondialisme. Une idéologie est en face d'une autre idéologie, mais une puissance est en face d'une autre puissance. Cela dit, on peut quand même dire la France en face du mondialisme, parce qu'en pratique, en réalité, le mondialisme est un concept qui est devenu intéressant à manipuler, parce qu'il permet d'évoquer une force qui agit, nous la voyons agir, une force qui veut le déploiement de cette idéologie dans le réel, même si nous ne savons pas toujours exactement ce qu'est cette force. Alors, je crois à ce point d'entrée, on voit que la première chose à faire, c'est de bien définir ce dont on va parler. Donc, qu'est-ce que c'est que le mondialisme ? Et puis, éventuellement, derrière cette idéologie, est-ce qu'on peut comprendre quelle force il y a derrière ? Alors, le mondialisme, si vous ouvrez un dictionnaire, le meilleur, celui de l'Académie française, il est défini comme une doctrine qui aspire à définir le monde, à constituer le monde comme une communauté unique. Alors, si on réfléchit aux implications de cette notion, on voit tout de suite que ça peut se comprendre de différentes façons. Est-ce que c'est une communauté des nations ? Est-ce que c'est une communauté qui nie les communautés infra ? Dans la pratique, en fait, on s'aperçoit que le mondialisme, en réalité, est toujours une idéologie qui nie les communautés infra, ou qui, disons, essaye de leur laisser le moins de place possible. C'est tout à fait logique, parce que si vous réfléchissez à la façon dont on peut constituer en pratique une communauté unique, étant donné la diversité humaine, la diversité des intérêts humains, le seul moyen de constituer cette communauté à ce stade sur une base vraiment d'unification, c'est d'empêcher ces intérêts hétérogènes d'entrer en conflit et de défaire la communauté supra. Pour qu'une communauté puisse exister comme une communauté de communautés, il faut que les relations entre les communautés infra soient relativement apaisées. Vous pouvez faire fonctionner, par exemple, la France, d'une certaine façon, comme une communauté de communautés. C'est pas tellement comme ça que, historiquement, le pays fonctionne, mais aussi longtemps, en tout cas, que la France était constituée de populations qui se pensaient françaises, c'était relativement pensable. Il y a eu des tentatives fédéralistes en France. Vous avez des pays qui fonctionnent comme des communautés de communautés, par exemple l'Allemagne. En réalité, en Allemagne, la République fédérale, on s'en est d'ailleurs bien rendu compte récemment à l'occasion de la crise migratoire, c'est vraiment une communauté de communautés. Les Länder ont leur mot à dire. Si le Land de Bavière n'est pas d'accord avec une politique promue par Berlin, il peut le dire et il peut même prévaloir. C'est possible parce que, si vous voulez, les tensions à l'intérieur de l'ensemble allemand ont assez peu de chances de déboucher sur une explosion pure et simple.
l'existence d'une communauté infra qui est la Bavière ne remet pas en cause une communauté de communautés qui est la République fédérale. Parce que les tensions entre la Bavière et la, je sais pas moi, la Hesse par exemple, ne peuvent pas atteindre le point de rupture, où c'est très très improbable. Le mondialisme qui veut aujourd'hui penser le monde comme une communauté unique ne peut pas le faire en admettant des communautés infra vraiment libres et souveraines. C'est pas possible. Il y a trop de diversité, il y a trop d'intérêts contradictoires. L'histoire n'a pas fabriqué une conscience collective qui permette de gérer des conflits autrement qu'en niant des communautés infra et en les privant de tout pouvoir. Donc en pratique, même si ce n'est pas écrit en quelque sorte dans la définition, le mondialisme réellement existant, c'est l'effacement des États-nations, le maintien d'échelons administratifs faibles, soit de petits États-nations sans pouvoir réel, la taille, si vous voulez, d'États qui sont tout à fait respectables, mais qui ne peuvent pas peser dans le jeu global, la Slovénie par exemple, le Kosovo. Bon. Mais c'est l'arasement des États-nations puissants, en particulier ceux qui sont capables, par leur poids, par leur caractère déterminant, de peser sur la définition du système global. La France, par exemple, on peut en discuter, la Russie certainement. Le mondialisme réellement existant, c'est ça. Deuxième question, quelles sont les forces qui sont derrière le déploiement de cette idéologie? Alors, moi je m'inscris dans une école de pensée, une tradition, qui est l'école réaliste. C'est-à-dire que je suis assez circonspect à l'égard des explications essentialisantes qui voudraient établir une sorte de lien prédéfini, stable, tenant à l'essence des êtres, et qui voudraient par exemple qu'il existe nécessairement une façon de penser issue de telle ou telle religion ou de telle ou telle culture qui prédispose au mondialisme. Je regarde l'histoire et je m'aperçois finalement que, en pratique dans l'histoire, il y a eu plein de mondialismes. La particularité du mondialisme actuel, c'est que comme le monde est unifié à l'échelle planétaire, on a un mondialisme vraiment global. Mais dans l'histoire, avant, à l'époque où le monde était divisé en mondes continentaux, si vous voulez, qui avaient très peu de liens les uns avec les autres, qui pouvaient donc presque se penser comme des mondes autonomes, il y a déjà eu plein de mondialismes. L'Empire romain, par exemple, a défini une forme de mondialisme à l'échelle du bassin méditerranéen. Même si ça fait très longtemps qu'elle a cessé d'être un mondialisme parce qu'elle a été unifiée, par son écriture en particulier, la Chine, au départ, a été constituée par la négation de ces entités infra. Et ça ne s'est pas fait dans la tendresse et dans l'amitié. Ça a été extrêmement violent. Intéressez-vous à l'histoire de la Chine si vous voulez voir ce que c'est qu'une unification violente. Dans tous ces mondialismes qui ont préexisté par le passé, la force qui était derrière le mondialisme, c'était tout simplement la puissance dominante. Celle qui avait intérêt à l'unification du monde, parce que comme elle était dominante, elle savait que c'était ses valeurs, y compris sa valeur monétaire d'ailleurs, souvent, qui allaient prédominer à l'intérieur de l'espace ainsi unifié. C'est logique. Vous avez intérêt, quand vous êtes la puissance dominante, à ce que le monde que vous dominez s'unifie. Parce que ça va se faire autour de vous, ça va se faire sur vous. Si le monde demain est unifié, on peut supposer, en tout cas à ce stade, qu'il le sera autour des valeurs, autour des modes de pensée des États-Unis d'Amérique, qui reste encore à ce stade la puissance dominante au niveau planétaire. Il ne va pas être unifié autour des valeurs françaises. Je pense que tout le monde en est conscient ici. Donc concrètement, si on passe maintenant du mondialisme idéologique au mondialisme réellement existant comme force agissante, nécessairement ce qu'on va trouver derrière le mondialisme, ce sont les États-Unis d'Amérique, parce que c'est la puissance dominante. Alors, il y a une subtilité, aujourd'hui on est dans une situation assez complexe, qui est que cette dynamique d'unification par la puissance dominante
rencontre souvent les intérêts de forces oligarchiques un peu partout à travers la planète. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on observe souvent dans l'histoire. Quand vous êtes à une période où une puissance dominante est en train d'unifier son monde, ou en tout cas essaye d'unifier son monde, le conflit entre cette puissance dominante et les autres puissances qui essayent de préserver leur part de souveraineté à l'intérieur de ce monde, eh bien, ce conflit recoupe souvent des conflits internes dans tous les pays, y compris la puissance dominante elle-même d'ailleurs. Et en général, le camp mondialiste, c'est aussi le camp oligarchique. Il y a à ça une raison très simple. Plus vous unifiez un espace de grande taille, plus cet espace va fonctionner de manière codifiée, institutionnalisée. C'est beaucoup plus facile de fonctionner de façon informelle, non codifiée, dans des organismes de petite taille. Plus vous montez en taille, plus il faut codifier, plus il faut institutionnaliser. En termes sociologiques, on dit qu'on passe du modèle de la communauté, au sens où l'entendait un sociologue allemand qui s'appelait Max Weber, au modèle de la société. On peut exprimer les choses comme ça, si vous voulez. La société étant définie comme une communauté qui devient institutionnalisée. Donc, plus on institutionnalise, c'est une mécanique générale que je vous expose là, à mon avis, plus les gens qui maîtrisent le système d'institutionnalisation, le système de codage de l'institutionnalisation, accroissent leur pouvoir. C'est une chose dont nous avons un exemple concret en ce moment en Europe. L'Union européenne fonctionne en pratique comme une machine à confisquer le pouvoir par les oligarchies. Ça se fait en partie spontanément, tout simplement parce que pour faire fonctionner une machine, à l'intérieur de laquelle vous avez 28 États et au moins 28 peuples, et en fait plus que ça d'ailleurs, parce qu'il y a des États dans lesquels il y a plusieurs peuples, forcément il faut que tout soit cadré, il faut que tout soit normé. Donc vous avez un très grand pouvoir de la bureaucratie. C'est naturel, c'est spontané. Donc les oligarchies, d'une façon générale, même si j'expose là un mécanisme que je simplifie et que, je théorise à l'extrême. En pratique, ça peut prendre des formes très diverses. Mais d'une façon générale, les oligarchies aiment bien les grands systèmes très unifiés qui leur permettent d'accroître leur pouvoir au fur et à mesure que la puissance dominante à l'intérieur de cet espace impose ses valeurs et ses modes de fonctionnement. Aujourd'hui, le mondialisme réellement existant, on peut donc le définir, si je fais la synthèse, comme une idéologie qui veut un monde, communauté unique, niant la souveraineté des communautés infra, idéologie qui est promue pour des intérêts géopolitiques par la puissance dominante et ses alliés les plus directs, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, auxquels on peut sans doute associer maintenant la Grande-Bretagne, Israël et la France, qui a rompu avec son rôle historique traditionnel depuis une dizaine d'années et qui a rejoint maintenant très clairement le camp impérialiste, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Donc idéologie qui est promue pour des intérêts géopolitiques par cette alliance autour de la puissance dominante et pour des intérêts de classe par les oligarchies, y compris d'ailleurs dans une certaine mesure par les oligarchies des puissances qui s'opposent à la puissance dominante. C'est-à-dire que les choses ne sont pas simples. Aujourd'hui, on voit très bien que la puissance dominante se heurte dans la définition de son projet à l'opposition essentiellement de la Chine et de la Russie, mais il y a des fractions oligarchiques à l'intérieur de la Chine et de la Russie qui, de fait, ont plutôt intérêt aussi à ce que le projet de la puissance dominante n'échoue pas complètement. Ils sont plus en train de négocier leur intégration dans ce projet que le rejet de ce projet. C'est toute la complexité de la situation. Voilà. Le mondialisme, concrètement, c'est ça, et ce à quoi la France est confrontée, c'est ça. Donc il ne s'agit pas, à mon humble avis, d'un affrontement de religion
entre je ne sais quel monde et je ne sais quel monde. Il ne s'agit pas d'un affrontement de vision du monde théorique et désincarné. Il s'agit d'intérêts bien compris qui se cachent derrière une idéologie. Les intérêts de la puissance dominante, les États-Unis d'Amérique et leurs alliés directs, et les intérêts oligarchiques un peu partout à travers le monde, y compris en France. C'est ça qui est aujourd'hui en face de la France. La France, qu'est-ce que c'est? C'est un État-nation. C'est la particularité d'ailleurs de notre pays qu'il est défini intrinsèquement par son statut d'État-nation. Nous sommes par excellence l'État-nation, je crois. La Russie a une dimension impériale, qui est quand même beaucoup plus forte que la France. L'Allemagne, c'est quand même relativement ethnique, même si les Allemands, c'est moins ethnique qu'ils ne le croient eux-mêmes, mais au moins dans la façon dont ils se représentent à eux-mêmes, leur pays a quelque chose d'ethnique. Nous sommes un État-nation. Cet État-nation qui définit donc une communauté institutionnalisée, une sorte de mini-mondialisme, au fond, qui s'est constitué historiquement à l'intérieur de l'espace français, mais qui maintenant doit être nié par le grand mondialisme, d'une certaine façon, à l'échelle globale. Ça, c'est la réalité de la situation. Bon. Donc, quand on dit la France en face du mondialisme, on voit très bien que la situation, c'est qu'on a un État-nation dont la négation progressive est nécessaire à l'accomplissement de l'idéologie mondialiste et est en face des forces concrètement qui promeuvent cette idéologie. Alors, dans notre cas particulier, maintenant, si on incarne un peu ce discours qui est très abstrait et théorique, je vais faire très sommaire. Ces forces, concrètement, aujourd'hui, on peut considérer qu'elles tiennent en 4 piliers. Un pilier géopolitique, l'OTAN, l'Organisation de traité de l'Atlantique Nord. C'est tout simple, c'est une alliance militaire. On peut faire un parallèle assez juste, à mon avis, entre l'hégémone athénien à l'époque de ce qui s'appelait la Ligue de Délos et l'OTAN aujourd'hui. Pour ceux qui s'intéressent à la question, creusez cela, lisez en particulier un livre qui date pas d'hier, La guerre du Péloponnèse, d'un historien grec qui s'appelait Thucydide et qui est le créateur, on peut dire, de la discipline historique. Et vous verrez que c'est assez frappant de voir à quel point aujourd'hui il y a une ressemblance entre ce que les Américains sont en train d'animer à travers l'OTAN et ce que fut l'alliance autour de la démocratie athénienne à l'époque de la guerre du Péloponnèse. C'est le premier volet, la première force concrète du mondialisme, l'OTAN. Il y a une deuxième force à laquelle nous, Français, nous sommes confrontés, c'est l'Union européenne, qui n'est pas européenne d'ailleurs, et qui n'est pas vraiment une union d'ailleurs, puisque c'est plus une sorte d'administration continentale visiblement au service du même projet d'unification. Je crois qu'avec l'avancement du projet de traité transatlantique, ça devient évident pour tout le monde. Donc ça, c'est le volet, on va dire, économico-politique. Et puis, il y a une force oligarchique à l'intérieur du pays, en France. Alors je crois qu'on peut considérer qu'elle regroupe un ensemble, au contour un petit peu flou, mais dont on voit bien à peu près ce qu'il recouvre, qu'on pourrait appeler l'oligarchie française. Une partie des dirigeants des grandes entreprises, pas nécessairement tous, mais une partie aussi de la haute fonction publique, qui est passée en fait avec armes et bagages dans le camp mondialiste. Parce que les hauts fonctionnaires, c'est comme tout le monde, ça suit d'abord ses intérêts. Beaucoup de hauts fonctionnaires, et d'ailleurs ils ont été en partie calibrés pour ça depuis un certain nombre d'années, ça a été le travail de Richard Descoings à Sciences Po par exemple, pensent leur avenir à l'échelle européenne, voire globale. Pour eux, leur problème, ce n'est pas de défendre le modèle de l'État-nation qui a incubé le système de puissance qui aujourd'hui les fait vivre, c'est de négocier leur place dans le système de puissance à construire, à une échelle supérieure. Donc troisième volet, l'oligarchie française, on va dire. Et puis il y a un quatrième volet,
une quatrième force concrète, alors ce sont les communautés sous la France. Parce que quand vous êtes à la tête d'un ensemble dont une des composantes vous pose problème, évidemment, une des façons de résoudre le problème, c'est de prendre à revers la composante qui vous pose problème en activant ses composantes à elle. Vous avez des problèmes avec la France. Effectivement, la France, on va voir après pourquoi, peut quand même construire un rapport de force avec les forces concrètes qui animent l'idéologie mondialiste. Si vous décidez que demain la France va être découpée en grandes régions, ces grandes régions n'auront probablement pas la force, la capacité de s'opposer au centre bruxellois. La France peut dire non à Bruxelles. La Bourgogne, qui est une région magnifique, et je la connais bien, je vous envie de vivre dans une région comme ça, mais une chose est certaine, si vous voulez, elle n'a pas la force de dire non à Bruxelles. Si Bruxelles dit quelque chose à Paris, Paris peut dire à Bruxelles oui mais non. Si Bruxelles dit quelque chose à Dijon, Dijon va dire oui, voilà, j'ai pas les moyens de dire non. Donc ça c'est le quatrième levier, la quatrième force mise en pratique par les gens derrière l'idéologie mondialiste. Toutes les communautés infra. Donc il y a des régionalismes, dans certains pays c'est très fortement activé, en Grande-Bretagne, en Espagne par exemple. En France c'est moins activé, parce que les régionalismes français, à part un petit peu au Pays Basque, en Corse, à l'extrême rigueur en Bretagne et en Alsace, ils sont pas très forts, et même là où ils sont forts, ils sont pas vraiment dans une logique de rupture avec la France. Il y a eu un travail qui a été fait depuis 2 siècles d'unification de l'espace français qui est tellement fort, tellement puissant, qu'il n'y a pas beaucoup de régionalisme instrumentalisé en France. En revanche, il y a maintenant des communautés ethnico-religieuses. Où vous comprenez pourquoi les mêmes forces qui soutiennent le projet mondialiste ont fait grand accueil à tous les migrants arrivés, paraît-il, de zones de guerre, depuis 2-3 mois. Pour eux, évidemment, eux, ça les embête pas du tout que ces gens-là viennent déstructurer l'espace français. Au contraire, ça fait des forces à instrumentaliser. Donc, la France, on l'a définie, un État-nation, le mondialisme, on a vu ce que c'est, une idéologie au service de la domination américaine et d'un projet oligarchique global, et on a compris quels sont les leviers activés par les tenants de cette idéologie contre l'État-nation, l'enfermement dans l'OTAN, l'enfermement dans l'Union européenne, les tendances mondialistes au sein de l'oligarchie française, on va dire, et puis l'activation des communautés infra à l'intérieur du pays. Voilà. Ça, c'est le point de départ, en quelque sorte, de ce face-à-face entre la France et le mondialisme. Alors, qu'est-ce qui peut sortir de ce face-à-face ? Parce que c'est évidemment la question qui était posée. Est-ce qu'il y a encore possibilité pour la France d'établir un rapport de force avec le mondialisme ? Alors, là-dessus, je voudrais d'abord faire une remarque d'ordre général. Si vous demandez, il se trouve que c'est une expérience que j'ai vécue, mais je la trouve instructive. Si vous demandez à un officier de l'armée française aujourd'hui, est-ce que l'armée française est faible ou forte ? Il va vous dire ça ne veut rien dire. Il va vous dire la question ne veut rien dire. Une armée n'est ni faible ni forte dans l'absolu. La question c'est pas ça, la question c'est est-ce qu'elle est capable d'accomplir les missions qu'on peut lui demander. Dans le rapport entre la France et les forces réelles agissantes derrière l'idéologie mondialiste, le problème se pose un peu dans les mêmes termes. Il ne s'agit pas de savoir si dans l'absolu, la France a ou pas les moyens d'établir un rapport de force avec ses forces agissantes. Si vous regardez les chiffres dans l'absolu, vous dites non, c'est pas possible, parce que l'économie française est en très mauvais état, nous partons de très haut. C'est quelque chose qui est parfois un peu difficile à faire comprendre aux gens en France aujourd'hui, mais nous restons un peuple extrêmement riche. Très souvent, les gens ont du mal à le comprendre parce que
comme eux individuellement, ils ne sont pas forcément riches, et que nous avons tous, hein, c'est un biais perceptif naturel chez l'être humain, tendance à généraliser notre situation propre, les gens ont tendance à croire que la France est aujourd'hui un pays pauvre. C'est absolument pas vrai. Hein. La France est un pays très riche. Bon. Pour plein de raisons, il y a des gens maintenant en France qui commencent à avoir des vrais problèmes, mais dans l'absolu, c'est un pays très riche. Mais nous avons quand même une économie qui est en train de tomber et qui tombe de plus en plus vite. Quand on essaye de calculer les vrais chiffres, pas ceux qui sont manipulés depuis quelques années de façon éhontée dans tout le monde occidental, y compris en France, on est affolé. En particulier quand on essaye de mesurer l'ampleur réelle du développement du chômage. On est très très loin, un peu partout dans le monde occidental, et y compris en France, des chiffres qu'on nous avance officiellement. Nous avons une économie qui finit gentiment d'imploser dans certains secteurs industriels. Il va bientôt plus rester grand-chose de notre métallurgie. On peut dire que nos champions, entre guillemets, de l'automobile n'ont plus rien de français. Bon, il nous reste quelques niches, l'aéronautique, la pharmacie, l'agroalimentaire surtout, ça reste quand même un gros point fort. Mais dans l'ensemble, on a une économie qui est en train d'imploser. En plus, on n'est pas très grand par rapport au cœur de l'Empire. C'est-à-dire que quand vous comparez au cœur de cet empire mondialiste qui est en cours de constitution, quand vous comparez la France et les États-Unis, dans l'absolu, vous vous dites qu'il n'y a pas possibilité d'établir un rapport de force. On a à peu près, dans le monde qui est en train de prendre forme, on a la taille d'une petite puissance moyenne. Une région chinoise. Est-ce qu'en 2050, la France pèsera encore plus lourd que le Texas économiquement? J'en suis pas convaincu entre nous. Hein. Je suis même à peu près convaincu du contraire, en fait. Donc, dans l'absolu, il n'y a pas de rapport de force possible. Mais après, ça c'est dans l'absolu. Or, comme je vous le disais, quand vous discutez avec un officier, un spécialiste de la chose militaire, il vous dit ce rapport de force dans l'absolu, il ne veut rien dire. La question c'est est-ce qu'on est capable de faire ce qu'on a besoin de faire pour atteindre les objectifs qu'on poursuit. Et là, moi je suis beaucoup plus optimiste. Pour fondamentalement deux raisons. La première, c'est qu'on n'est pas tout seul dans le monde à trouver que le système que les mondialistes sont en train de mettre en place a un gros problème. Un gros problème pour tout le monde. Et ce problème, c'est pas seulement qu'il est assez injuste, parce qu'encore une fois, il renvoie à une dynamique de pouvoir des oligarchies. Ce problème, c'est pas seulement qu'il nous place un peu en dépendance d'un pouvoir américain, dont on peut quand même pas dire qu'il donne toutes les garanties d'équilibre, de stabilité qu'on peut rêver. Enfin, il faut quand même se rendre compte que les États-Unis, c'est un pays où Sarah Palin aurait pu devenir président des États-Unis. Quoi. Quelque part, ça inquiète. Quoi. Dan Quayle a été vice-président. Donc il aurait pu devenir président. Or, Dan Quayle, quand on s'intéresse au cas, vous savez, la question là, c'est quand même de savoir à peu près si on n'avait pas affaire à un débile léger. Hein. Bon. Donc, bon, est-ce que c'est forcément une bonne idée de trop centraliser le pouvoir de se mettre en dépendance d'un État qui fonctionne comme ça? C'est une question. Mais c'est pas tellement ça la grande question. La grande question, c'est le gros problème de ce système, c'est que si vous voulez, comme il est en train de faire sauter toutes les frontières, il est en train de faire sauter tous les mécanismes qui permettent la régulation, qui permettent en particulier la gestion des chocs asymétriques, qui permettent le cantonnement, l'isolement des crises, quand on met tout en contact avec tout, quand on intègre totalement un système, au bout d'un moment, on peut se retrouver avec une complexité ingérable. Vous touchez quelque chose à un endroit, ça provoque une crise à l'autre bout, vous n'avez même pas compris pourquoi. Et beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde commencent à prendre conscience de ça et à se dire que le modèle qui est promu par les mondialistes n'est pas performant. Donc on n'est pas tout seul dans le monde à avoir envie de dire non. Il y a plein de gens autour de nous et il y a un
discours qui est articulable et qui permet réellement de s'opposer au mondialisme et de fédérer des forces bien au-delà de la France, à travers le monde, contre cette idéologie. C'est un discours qui consiste à articuler une autre cosmopolitique, si vous voulez. Alors je vais définir le terme que j'emploie. Il y a plusieurs façons de penser l'ordre géopolitique dans le monde. Vous pouvez le penser en fonction des intérêts de chaque puissance prise séparément. Vous pouvez aussi réfléchir à la structure de cet ordre en réfléchissant aux intérêts de l'humanité dans son ensemble. Sur le plan idéologique aujourd'hui, la victoire temporaire des idéologues mondialistes vient du fait que cette deuxième façon de penser, cette vision cosmopolitique, ils en ont acquis en quelque sorte le monopole. Aujourd'hui, on voit émerger des forces, à la fois dans le monde pratique, concret, des rapports de force, mais aussi dans le monde des idées, qui remettent en cause cette victoire idéologique temporaire et qui commencent à réfléchir à une autre cosmopolitique. À une cosmopolitique appuyée sur les États-nations, appuyée sur la collaboration des entités souveraines. Ce qui veut dire, c'est la première raison pour laquelle je suis assez optimiste, que si un jour la France devait vraiment établir un rapport de force avec les forces qui promeuvent concrètement le mondialisme, elle pourrait assez vite trouver des gens avec lesquels s'entendre. Pas seulement les Russes, qui aujourd'hui sont en pointe dans la lutte contre la constitution de cet ensemble mondialiste, pour des raisons qui leur sont propres, des intérêts qui leur sont propres, mais aussi un peu partout à travers le monde, des gens qui commencent à se poser beaucoup de questions sur la mécanique qui est en train de se mettre en place. Et puis la deuxième raison pour laquelle je suis assez optimiste, c'est que je vous disais tout à l'heure, la France est vraiment en train de, passez-moi l'expression, de se casser la gueule, et de se casser la gueule plus vite encore que ce qu'on pouvait anticiper. La situation actuelle est très curieuse parce que moi je m'attendais, si vous voulez, à ce que la crise atteigne un point de rupture plus vite et plus radicalement que prévu en France. Et ça n'est pas le cas parce que le système a démontré une capacité à s'adapter, à cacher son propre échec qui est très supérieur à ce que j'anticipais. Mais en fait, en profondeur, de façon largement invisible pour l'instant, la situation se dégrade encore plus vite que ce qu'on pouvait anticiper. Je n'entrerai pas dans le détail à ce stade, je veux garder une intervention courte, mais c'est très, très curieux ce qui se passe quand on analyse la réalité de l'économie avec la représentation que nous nous en donnons collectivement. Mais en même temps, et c'est pour ça que je suis optimiste, on n'est pas les seuls à se casser la gueule. C'est-à-dire que, en fait, l'Union européenne, là, est au bord de l'explosion. On le voit d'ailleurs, ça devient n'importe quoi. La crise des migrants a été un révélateur très intéressant. On a vu il n'y avait pas d'union, qu'un certain nombre d'États ne demandaient qu'une occasion, qu'un prétexte pour dire à Madame Merkel, qui on ne sait pas pourquoi, avec Madame Merkel il y a beaucoup de choses, on ne sait pas pourquoi elle les fait, a décidé de devenir la Sainte Madone des migrants. Bon, il y a beaucoup d'États qui cherchaient la première occasion pour pouvoir lui tourner le dos. On s'est aperçu que, confrontés à la réalité de flux migratoires qu'ils n'arrivent plus du tout à réguler, les États européens finalement sont tout doucement en train de faire exploser Schengen. Demain, à mon avis, je me mouille beaucoup, mais bon, la dernière fois que le système capitaliste global a connu une crise très violente, c'était en 2008. La prochaine est à mon avis pour dans pas très longtemps. Je ne peux pas dire exactement quand, j'ai pas de boule de cristal, mais elle est pour dans pas très longtemps. Là, à mon avis, la prochaine fois, le point de rupture sera atteint dans un certain nombre de pays européens qui fait qu'on sortira des illusions libre-échangistes.
Donc ou l'Union européenne changera de nature, ou la zone euro sera complètement refondue, ou de toute façon tout le truc va complètement exploser. Donc c'est la deuxième raison qui me rend relativement optimiste, c'est que nous allons mal, mais l'adversaire, entre guillemets, mondialiste, va très mal aussi. Donc il va y avoir des opportunités pour refonder quelque chose de nouveau, et qui sait, peut-être que si la France continue à exister, si elle n'explose pas en plein vol en même temps que l'Union européenne, peut-être qu'elle pourra, en s'associant avec d'autres puissances, la Russie, mais peut-être d'autres aussi, peser dans le débat pour que à cette cosmopolitique, je reviens sur le concept, de l'idéologie mondialiste, on commence à pouvoir opposer un autre projet à l'échelle globale, et d'abord européenne. Donc en conclusion, et j'en terminerai là, sans pouvoir évidemment étayer suffisamment mon propos dans le temps assez court que je me suis fixé, est-ce qu'il reste quelque chose du pouvoir de la France face au mondialisme? Oui. C'est pas gagné, mais c'est pas non plus perdu. Voilà, j'en ai fini.